Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle interview. Mon invitée du jour est une journaliste, ancienne reporter pour TF1. Elle a remplacé en septembre 2015 la reine Claire Chazal à la présentation des journaux du week-end, dont elle est également rédactrice en chef. C'est Anne-Claire Coudray. Bonjour Anne-Claire. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation. Merci de venir me voir. C'est vraiment gentil. J'ai une première question, pourquoi est-ce que vous avez choisi le journalisme ? C'est une vaste question. En fait, j'adorais l'histoire. Je regardais le journal télévisé, les émissions d'actualité religieusement. Et puis, je voyageais beaucoup parce que mes parents avaient un camping-car. Et donc, on a sillonné l'Europe. Et je voulais associer tout ça, faire marcher ma tête et mes jambes. J'avais pas envie d'être prof d'histoire. J'étais nulle en maths. Et donc, voilà, je me suis dit, mais pourquoi pas le journalisme ? L'histoire va m'aider à comprendre ce qui se passe. Ça me passionnait d'aller sur le terrain pour me rendre compte moi-même de ce qui se passait. Je me suis dit, mais ce métier va être la synthèse de tout ce dont j'ai envie dans la vie. Donc grâce au voyage, vous avez... Grâce au voyage, grâce au fait que mes parents nous aient toujours habitués à essayer de comprendre ce qui se passait, à se nourrir de l'actualité. Et donc voilà, je suis devenue journaliste comme ça. Et vous êtes une enfant de TF1 ? Oui. On peut le dire. Oui, on peut le dire. Vous avez fait le SJ Lille, après vous avez intégré TF1. Ouais. C'est comme ça que ça s'est fait au fur et à mesure. C'est un peu le hasard d'ailleurs, c'était pas forcément un choix de départ. Bon, j'avais regardé le journal de TF1 quand j'étais petite, et notamment, je pense qu'une des raisons aussi pour laquelle j'ai voulu faire ce métier, c'est parce qu'il y avait beaucoup de femmes à l'antenne. Et je pense que le journalisme, c'est un domaine qui donne sa chance aux femmes. Et alors évidemment, je me le suis pas dit comme ça à l'époque, mais après coup, je pense que voilà, ça m'a renvoyé une image très positive de ce métier aussi pour ça. Et puis, vous avez dit c'est possible. Et je me suis dit, voilà, c'est un endroit où on va me donner ma chance. Et donc du coup, après, j'ai fait l'école de journalisme. Pourquoi j'ai choisi TF1 ? C'est le hasard des stages, j'allais dire. J'avais aucune réticence à travailler pour le privé. Il y a parfois des élèves qui avaient fait le choix du service public. Moi, de toute façon, j'avais envie de faire ce métier dans une grande rédaction. Celle de TF1 m'a accueillie à bras ouverts. Et puis après, de fil en aiguille, voilà, je suis partie un petit peu à Lille, je suis revenue. Et puis j'ai fait toute ma carrière avec LCI qui m'a permis de mettre un pied à l'étrier de la présentation, et puis j'ai pris goût à l'exercice, et puis voilà, un jour j'ai eu cette opportunité incroyable. Et donc quand on parle de vous, c'est parce que vous êtes la présentatrice des journaux du week-end, mais avant ça, vous étiez reporter, ça vous manque pas le terrain ? Mais je suis contente finalement d'en avoir fait 15 ans. Je crois que je me réjouis tous les jours d'avoir été sur le terrain parce que ça me nourrit encore aujourd'hui. Je pense que ça me rend déjà beaucoup plus consciente de ce que je raconte. Je mets de la chair derrière. Voilà, ce ne sont pas juste des mots ou des idées abstraites que je lis sur une dépêche et qui veulent rien dire. Moi, très souvent, je lance des reportages que j'ai moi-même réalisés. Donc les reportages que vous avez faits, ça vous aide maintenant ? Exactement, parce que je sais ce qu'il y a derrière, j'ai des ambiances dans la tête, des situations très concrètes qui me rappellent évidemment l'actualité que je lance tous les jours. Et donc du coup, je pense que ça m'aide à être un peu plus fine sans doute dans la façon dont je les lance. Ça m'aide aussi à comprendre l'effort que ça représente pour les journalistes qui sont sur les reporters. Et donc je me donne pas le droit de pas bien valoriser leur travail, parce que je sais les efforts que ça demande. Et vous étiez aussi reporter de guerre. Exactement, et c'est pour ça que je fais très attention aussi quand une équipe est sur le terrain. Quelquefois il y a une actualité qui en chasse une autre, et il ne faut jamais oublier que ces gens-là, ils prennent des risques, ils s'épuisent sur le terrain. C'est pas facile d'être dans un terrain sur un territoire hostile. Ça demande énormément de temps, ne serait-ce que pour faire quelques kilomètres. Il faut trouver les bonnes personnes. Encore une fois, vous risquez votre vie et vous avez envie de porter ces histoires-là. Donc il faut les bichonner, ces reportages-là. Est-ce que quand vous étiez sur le terrain, vous mettiez des barrières ? Non, je me suis jamais dit... Alors, on se met des barrières tout le temps, entendons-nous bien. On n'est pas là pour ne pas revenir. Ouais. Et en plus, on est avec une équipe. Donc, de toute façon, on discute à chaque fois. S'il faut prendre la route, s'il faut aller dans un endroit dont on n'est pas sûr, on en discute ensemble et on ne part jamais si tout le monde n'est pas d'accord pour prendre cette petite part de risque. Et la rédaction peut vous dire non. Mon job, c'est d'en prendre le moins possible. Et le job des JRI et des preneurs de sang aussi. On part pas en se disant on peut ne pas revenir. Il se trouve qu'on est dans un environnement où il y a des mines sur le bord de la route, où il y a des hommes qui se font la guerre, où on va sur un front. Et donc à partir de ce moment-là, vous pouvez pas ne pas prendre en compte le fait que voilà, il y a une petite part d'aléatoire. Mais on fait tout pour que rien ne nous arrive. Et donc, oui, bien sûr, on se met des limites. Après, on en discute évidemment avec notre rédaction, et il y a des moments où
ils nous font confiance de toute façon. Quand vous êtes reporter de guerre, vous avez tellement ça en tête que si vous dites à vos chefs, je pense qu'on peut y aller parce qu'on est accompagné des bonnes personnes, qu'on a sécurisé au maximum les choses, ils vont pas, eux, vous dire de ne pas y aller. Ils vous ont Mais envoyé vous avez pas là-bas. peur? Si, on a eu des moments où on a eu peur parce qu'on ne maîtrise pas tout. Quand ça commence à canarder dans un quartier où vous êtes, forcément vous vous dites qu'il y a une possibilité pour que ça tourne mal, évidemment. Moi je me souviens au Mali, quand on était à Gao, il y avait des incursions de djihadistes qui avaient des caches d'armes un petit peu partout, et ça pouvait partir très vite, et voilà, vous étiez au coin de la rue suivante, dans un environnement qui est quand même totalement incontrôlable. Et Donc, justement, quel est l'événement qui vous a le plus marqué sur le terrain? alors c'est bizarrement pas la guerre. La guerre c'est très impressionnant parce que effectivement c'est d'une densité incroyable, il faut prendre des décisions très vite, vous avez un gilet pare-balles, enfin voilà, c'est très particulier. Mais ce qui m'a le plus touchée, je pense que c'est le tremblement de terre en Haïti. J'avais jamais tellement vu de morts de ma vie, mais là, vous êtes face à une situation qui est totalement hors norme, à une détresse des vivants, parce que les morts, c'est compliqué à appréhender parce que voilà, ça vous renvoie à des vies qui se sont arrêtées, des histoires qui se sont arrêtées, des familles qui ont été décimées, mais les vivants qui vous attrapent le bras et qui vous demandent de vous aider, là aussi, c'est compliqué à gérer quand vous êtes là que pour être dans un statut d'observateur. Et moi j'ai toujours trouvé ça passionnant aussi parce que ça nous apprend plein de choses sur nous-mêmes. Comment est-ce qu'on a du courage, jusqu'à quel point est-ce qu'on est capable effectivement de se poser les bonnes questions, comment on gère la souffrance des autres, comment on rentre chez soi après quand on a vécu ça, comment est-ce qu'on arrête de culpabiliser, de ne pas avoir pu sauver tout le monde. Je pense que et vous voyez les choses différemment aussi. Alors on voit les choses différemment, ça c'est sûr. Je pense que, alors, de toute façon, moi je me félicite d'avoir choisi ce métier, déjà parce que c'est une ouverture d'esprit. De fait, vous ne pouvez pas avoir un esprit triqué quand vous êtes journaliste, parce que de toute façon, vous ne pouvez pas travailler si vous l'avez, cet esprit triqué. Vous êtes obligé de vous remettre en question en permanence. Je pense ça, j'ai été élevé dans tel milieu, j'ai telle conviction, mais est-ce que c'est la vérité universelle? Est-ce que d'autres ne peuvent pas penser différemment? Et tout ça, ce sont des choses qui nous travaillent, qui nous torturent au quotidien. Mais en même temps, c'est génial, parce que moi, aujourd'hui, je suis ce que je suis grâce à ce métier. Je pense que j'aime bien la personne que je suis devenue grâce à ce métier, parce que je suis allée voir sur le terrain, je me suis rendu compte de choses, que la vie n'est pas aussi simple que ce qu'on imagine quand on est jeune. On a plein d'idéaux, etc. Je dis pas que mes idéaux, je les ai perdus, mais je pense que j'ai une vision un peu plus fine, un peu plus subtile des choses qui m'entourent, et que ça m'a aidé, oui, à grandir, à être plus mature, et puis à être plus ouverte, même si je pense que ça nous renforce aussi dans nos convictions, dans ce qu'on n'aime pas, dans ce qu'on aime, dans ce qu'on ne veut pas, dans ce qu'on... Voilà, mais en tout cas, je suis plus riche de tellement de choses que voilà, je le conseillerais à des jeunes qui ont envie de le faire à 2000%. C'est un métier enfin, c'est une vocation globale. C'est un métier qui vous permet de payer votre loyer, mais c'est aussi... un métier qui vous emplit, qui ne vous laisse jamais tranquille aussi. C'est-à-dire que... Vous êtes toujours à l'affût, exactement. Et avec cet esprit critique sans cesse, c'est compliqué aussi d'être mis en cause dans sa culture profonde. Et si on vous repropose d'aller sur le terrain, vous y allez? Oui, alors dès que je peux retourner sur le terrain, même pour des petites incursions, j'y vais. Pour présenter des plateaux. On est allé l'année dernière à Windsor et à Londres pour le mariage princier. On est allé il n'y a pas longtemps sur les champs de bataille de la Première Guerre mondiale, de la Seconde, sur les plages du débarquement. Moi j'ai toujours ce besoin, voilà, d'être en contact physique avec ce que je vais raconter. Et donc si demain tout ça s'arrête, la présentation s'arrête, oui, je retournerai sur le terrain avec bonheur. Mais moi j'ai la chance d'avoir fait du terrain avant, d'avoir eu une vie avant, et donc d'accepter totalement d'avoir une vie après. Et donc, vous êtes arrivé en septembre 2015 à la présentation des journaux du week-end, après le départ de Claire Chazal. Vous étiez déjà sa remplaçante. Oui. La succession s'est faite naturellement? Alors, elle s'est faite naturellement parce que Claire a rendu les choses très naturelles. Moi, j'étais en congé maternité, ça m'est un petit peu tombé dessus, même si évidemment, il y avait le côté très...
il y avait la continuité avec notre collaboration qui existait déjà avant, mais la direction de TF1 aurait pu décider de prendre quelqu'un d'autre. C'est très classique de choisir quelqu'un d'autre et pas le joker quand le titulaire s'en va. Et puis je pense que Claire, elle avait apprécié le fait que voilà, j'avais, je pense, respecté son héritage à chaque fois qu'elle me laissait son fauteuil pendant les vacances. Elle avait confiance dans le journalisme que je portais, même si on est très différents dans le style, on a des profils très différents. Je pense que voilà, elle savait que j'allais pas du tout dénaturer ce qu'elle avait construit pendant 24 ans. Et elle l'a dit d'ailleurs à l'antenne. Elle m'a transmis le flambeau à l'antenne lors de ses au revoir. Et moi j'étais chez moi et j'étais hyper émue. D'ailleurs, je le suis encore à vous parler, mais je crois que ça m'a facilité les choses. Il y a eu des transmissions qui ont été beaucoup plus difficiles. Et ce petit mot qu'elle a dit pour moi à la fin, je pense que ça... Voilà, elle expliquait aux téléspectateurs qu'elle ne m'en voulait pas et qu'elle était plutôt contente que ce soit moi et qu'elle me souhaitait tout le bonheur qu'elle avait eu. Et je pense qu'ils l'ont entendu et que ça a été beaucoup plus simple. Et vous avez beaucoup appris avec elle ? Oui, j'ai appris en la regardant évidemment et alors ça peut paraître paradoxal, mais elle m'a donné un seul conseil. Quand je suis devenue sa joker, j'étais allée la voir évidemment et elle m'a dit reste toi-même. Et j'avais trouvé ça au départ vertigineux parce que je me disais mais ça veut dire quoi rester soi-même? Et j'ai finalement compris, la présentation, c'est très très long avant de redevenir soi-même, avant de se débarrasser de tout ce qui est artificiel sur un plateau de télévision. La lumière n'est pas la lumière naturelle, vous avez des caméras partout, vous êtes dans une position qui n'est pas une position naturelle, vous êtes habillé avec des vêtements qui ne sont pas les vôtres, etc. Et évidemment tout est écrit. Et il faut revenir un style parlé, une conversation avec le téléspectateur. Il n'y a aucune improvisation ? Ça, c'est très... Si, il y en a des petites, mais généralement, on n'a pas le temps de l'improvisation. C'est-à-dire que si vous commencez à improviser, forcément, ça va prendre du temps sur des reportages que vous n'allez pas pouvoir passer, etc. Donc c'est pour ça que moi, j'aime bien écrire mon journal. Tout est cadré, parce que les lancements, ils sont trop courts pour être improvisés. Alors évidemment, quand on est en spécial du 6 juin ou une spéciale plus dramatique comme les attentats, vous êtes évidemment en improvisation, vous ne pouvez absolument pas écrire à l'avance, mais un journal qui se passe normalement, oui, on aime bien écrire, déjà parce que c'est beaucoup plus précis, parce qu'on est sûr que toutes les informations y seront, et parce qu'on est sûr du message qu'on va transmettre aux téléspectateurs. Et ça fait donc 4 ans maintenant que vous présentez ces journaux du week-end, vous avez atteint un niveau très élevé avec une moyenne de 5,5 millions de téléspectateurs. Le 16 juin dernier, vous avez réalisé votre deuxième meilleure part d'audience depuis septembre 2018, 30,6%, 5,6 millions de téléspectateurs, 3,9 pour France 2. C'est une satisfaction personnelle, ces audiences ? Alors c'est une satisfaction personnelle parce que quand vous êtes présentatrice, vous engagez votre personne en fait à ce titre-là. Alors les gens pensent qu'il faut être égocentrique pour être présentatrice ou présentateur, sans doute un peu. Mais en même temps, c'est douloureux comme poste, parce qu'on est en permanence en remise en question. Et puis on remet en question, évidemment, vos compétences, mais on remet en question aussi votre physique, votre façon de parler, votre façon de vous tenir, de vous habiller, de vous coiffer, etc. Et donc, c'est mais vrai quand ça marche bien... quand ça marche pas, c'est tout votre être qui est remis en question. Et quand ça marche bien, forcément, vous vous dites que vous avez donné envie aux gens de venir vous écouter et que vous, justement, surtout vous leur inspirez confiance. Et ça, pour le coup, moi, c'est une crédibilité, c'est pas une question de se regarder dans le miroir, c'est ce que vous dégagez. Est-ce que vous dégagez du sérieux, de la maturité? Est-ce qu'ils ont envie de vous faire confiance quand vous allez leur raconter l'actualité du jour? Et le fait qu'ils reviennent tous les week-ends, moi, ça me comble parce que, encore une fois, c'est très long d'établir une vraie conversation. Jean-Pierre Pernaut, au bout de 31 ans, il l'a merveilleusement réussi. Les gens viennent le voir. Et moi, ce que j'aimais dans le journal télévisé, c'est que vous regardez les gens dans les yeux. C'est-à-dire que vous avez un prompteur et vous avez une caméra, ce qui vous permet de vous adresser directement aux gens. Et moi, c'est ce que j'ai fait toute ma vie sur le terrain. Et j'ai pas l'impression d'avoir totalement changé de métier, justement. Et quand vous faites quasiment partie
pas de la famille, mais des meubles, et que vous devenez un être très familier, que les gens vous reconnaissent, voilà, se souviennent de votre nom, de votre prénom. Dans la rue, on vous reconnaît Dans la souvent. rue, oui, dans la rue, on me reconnaît, et c'est toujours très bienveillant parce qu'on fait de l'info, et donc de toute façon, voilà, on déchaîne pas les passions. Mais quand on me dit on aime bien vous retrouver parce que vous avez le ton juste, parce que vous avez aussi beaucoup de bonne humeur, parce que voilà, l'actualité elle n'est pas juste dramatique. Moi ça me fait plaisir, ouais, ça me fait évidemment plaisir. Mais bon, voilà, moi je ne suis jamais aussi bonne que quand j'ai des bons reportages à lancer. C'est-à-dire que si vous avez rien à lancer, forcément vous ne pouvez pas faire de miracle. Si vous avez une rédaction derrière vous, voilà, c'est aussi le travail de toute une rédaction. Des bons reportages, c'est un bonheur. Enfin, je veux dire, moi, je m'autorise aussi à vraiment valoriser leur travail quand j'ai vu le reportage, que je sais qu'il va être incroyable, qu'en image, il est sublime, ou qu'en info, il est hyper dense, qu'il y a des témoignages qui vont vraiment toucher les téléspectateurs. C'est assez facile, finalement, c'est de trouver les mots. Et qu'est-ce qui fait que votre journal marche si bien? C'est aussi ces reportages-là? Moi, je pense que c'est la confiance qu'on accorde à TF1. Enfin, je veux dire, il y a ma personne, mais le présentateur, il est évidemment très important, mais il ne fait pas tout. Quand on voit Jean-Pierre, le succès qu'il a, à plus de 40% d'audience, quand on voit Gilles, son succès aux 20h, enfin, je veux dire, on est tous très différents, donc tout ne dépend pas de notre personne. Et je crois que c'est le sérieux de TF1. Oui, bien sûr, mais parce qu'on véhicule aussi cette vision de l'info qui a toujours été la ligne éditoriale de TF1, c'est-à-dire parler au plus grand nombre. C'est pas facile de parler au plus grand nombre. On parle à des gens qui n'ont pas du tout le même âge, pas du tout le même profil social, pas du tout les mêmes envies, pas du tout les mêmes opinions politiques, et on arrive à leur parler. Alors il y a certains qui disent oui, du coup vous êtes dans une sorte de bien-pensance, etc. Moi je m'inscris en faux à ça. La vie en société, c'est de trouver un langage commun. Et moi je pense que nous participons à ça. Le fait d'expliquer à des gens qui sont d'horizons différents quelle est la société dans laquelle ils vivent, quel est le système politique, avec les opinions qui sont aussi des opinions de débat, de poser ces termes de débat et de les aider à savoir pour qui ils vont voter. Et ils ne vont pas voter pour les mêmes personnes. Donc ça veut dire qu'on fait voilà, notre travail jusqu'au bout. Je crois que c'est ça, on leur parle simplement, on leur explique les tenants et les aboutissants, les enjeux, on leur ment jamais. Je crois que voilà, quand on est sur un sujet délicat, oui, c'est pas toujours agréable d'entendre qu'il y a des difficultés économiques, etc. Mais voilà, je crois qu'on ne se dérobe pas sur tous les sujets. On fait aussi beaucoup de culture. Moi, je pense que la culture, on est apprécié parce que notre journal, c'est très représentatif de ce qu'est la vie des gens, voilà, et de ce qu'est la vie des Français. Il y a un moment pour les choses sérieuses, et puis il y a aussi un moment pour se détendre. Moi, le week-end, je fais un 13h et un 20h. Il y a évidemment une actualité très lourde, parfois à traiter, mais il y a aussi des moments de bonne humeur, des moments de détente, des moments où on ouvre les fenêtres, voilà, où on va les faire voyager, parce qu'on ne peut pas tous voyager tout le temps. Et c'est pas pour ça qu'on n'a pas le droit de voir des somptueuses images. Et c'est un challenge de distancer encore un peu plus chaque semaine? Bien sûr, mais les gens nous disent oui, vous êtes trop attachés aux audiences. Moi, si les audiences sont pas bonnes, ma raison d'être n'existe plus. Enfin, je veux dire, on est un journal de grande écoute, on s'adresse au plus grand nombre, et si les gens ne viennent pas, c'est qu'on n'a pas bien fait notre travail, c'est qu'on n'a pas su leur donner envie ou donner confiance. Et évidemment qu'on est sur les audiences. Et quand on creuse, tous les matins on regarde, bien sûr. Tous les matins on regarde, et on peut même regarder là où voilà, on sent qu'ils ont décroché, que ça les intéressait moins. Ça ne nous empêche pas de continuer à faire des reportages qui ne sont pas forcément très consensuels. Ça, pour le coup, c'est une de nos grandes forces aussi, c'est de ne pas céder à ces sirènes. On pourrait marketer le journal en se disant qu'est-ce qui marche, voilà. Et je suis même pas sûre que ça marcherait comme ça, parce que c'est la diversité qui rend les choses riches, et même s'il y a des thématiques qui intéressent un peu moins de personnes, on nous en voudrait tellement de ne pas les traiter que de toute façon ce ne serait pas la recette magique. Donc non, on est très attentif, mais on sait aussi ce qui a fait notre force depuis des décennies, et donc si vous vous glissez dans ces chaussons-là, et que vous savez pourquoi TF1... voilà, et à l'offre la plus riche, la plus rigoureuse, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Et alors, depuis novembre dernier, vous avez la chance ou la malchance de commenter tous les actes des Gilets jaunes.
Oh bah, je pense que c'est une chance de toute façon, l'actualité n'est jamais une malchance. Et en plus, ça nous a permis d'ouvrir les yeux effectivement sur des problématiques qu'on traitait déjà, mais qu'on traitait sans doute pas assez. Enfin, je pense que TF1, on peut pas nous... On est la chaîne de la proximité. Et donc évidemment, les problèmes de logement, de transport, les déserts médicaux, etc., on les a traités. On les a sans doute pas traités assez. Et ça nous a ouvert les yeux sur le fait qu'il fallait sans doute en faire plus. Après, c'est vrai que ça a été une thématique compliquée. Et vous avez changé beaucoup de choses ou pas plus que ça? Changer beaucoup de choses. Ben, on a bouleversé l'antenne avec des journaux qui ont été au départ beaucoup plus longs que d'habitude. On a vraiment donné un écho à ce phénomène. Et puis après, il a fallu se poser la question de savoir si ça représentait aussi la majorité des Français, ce qu'en pensaient les gens qui ne disaient rien. Est-ce que maintenant, où il y a de moins en moins de personnes dans les rues... De fait, on a adapté, oui, effectivement. Là, on ne fait plus que des off, ce qu'on appelle des off. C'est-à-dire que quand ce sont des manifestations où il n'y a rien de notable, on donne quand même le chiffre. Mais il faut continuer à en parler. Il faut continuer à en parler, ne serait-ce que parce que ça a tellement marqué les 6 derniers mois de notre actualité que ce serait compliqué de passer de tout à rien. Et je pense que là, on a raisonnablement suivi l'évolution de ce mouvement. Ça ne veut pas dire que ces thématiques-là, on ne les traite pas, mais on les traite différemment. Nous, on a inventé une rubrique qui s'appelle La France des solutions, avec des citoyens qui n'ont pas attendu que ça vienne du haut et qui se retroussent les manches tous les jours. C'est pas forcément des gilets jaunes, mais je pense que c'est révélateur de cette France qui a envie de se prendre en main, qui a envie de changement. Et on essaye d'apporter une vision constructive sur toutes ces thématiques, cette colère-là qui a affleuré, mais on dit aussi quand on n'est pas d'accord et quand nos équipes se font insulter, voire frapper sur le terrain, on le dit. Les équipes d'LCI ont encore été... On n'est pas otage de ces événements-là. On n'est pas là pour se faire taper dessus, ça c'est sûr. Mais ça ne nous empêche pas d'en parler. On n'est pas du tout dans une... quand on est journaliste, on est intellectuellement obligé de traiter certaines choses, même si on n'est pas d'accord avec ces thématiques. D'ailleurs, je ne peux même pas vous dire pour qui vote la totalité des journalistes de la rédaction, et on doit voter très différemment. Et moi, c'est ça qui me nourrit tous les jours, c'est de me dire qu'on est dans le juste. Parce qu'on est très équilibré. Et vous aviez commencé tout à l'heure au début de l'interview. Qu'est-ce que vous voudriez dire aux jeunes étudiants en école de journalisme qui veulent faire ce métier? Mais ils ont raison, encore une fois, c'est rare des métiers qui vous ouvrent à ce point, qui vous permettent de sortir de chez vous, d'aller vous confronter à des choses... Alors, évidemment, je vous parlais de la remise en question quand on se confronte à des gens qui n'ont pas la même opinion que nous. Ça peut être violent, hein, on se fait prendre à partie sur le terrain. Il faut savoir se défendre ou il faut savoir s'adapter à la colère des autres, la détresse. Je vous en parlais avec le séisme en Haïti, mais on vit aussi des moments fabuleux avec des gens qui partagent avec nous les plus beaux moments de leur vie. On entre à l'Élysée, on va dans les réserves du musée du Louvre, on est au milieu de paysages fabuleux quand on est à l'autre bout du monde. Moi, je me souviens d'un reportage que j'ai fait au Lesotho, en Afrique du Sud, qui est un petit pays, une enclave. Ce sont des paysages à couper le souffle et vous vous dites là, mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai la chance. C'est mon métier d'aller voir et d'aller me remplir les yeux comme ça de choses fabuleuses ou de choses tellement intenses. Et c'est rare de se lever le matin et de se dire je ne sais pas ce qui va m'arriver aujourd'hui. C'est-à-dire que, bon, après, il y a des gens qui n'aiment pas la surprise et qui... Ouais, mais on peut avoir hâte aussi. Moi, j'aimais l'imprévisible, j'aimais le fait de me dire peut-être que ce soir, je prends mon sac, je pars sur un événement qui va m'embarquer pendant plusieurs semaines. Quand je suis allée au Chili pour voir la libération de ces 33 mineurs qui étaient restés coincés au fond d'une mine dans le désert d'Atacama pendant X semaines, aux côtés de leur famille qui attendaient la peur au ventre et qu'on les a vus sortir par cette capsule et que le monde entier était présent sur 2 terrains de football avec des télés du monde entier. J'avais vraiment l'impression d'être là où ça se passait. C'est-à-dire que le monde avait les yeux braqués sur nous et j'y étais. Et ça, c'est toujours quelque chose qui m'a porté. Et après, le sacrifice, c'est que vous n'êtes pas souvent chez vous, que vous n'avez rien dans votre réfrigérateur, que vos amis, ils sont vraiment sympas de vous rappeler quand vous les avez plantés 1, 2, 3 fois, et que pour la vie de famille, c'est pas facile. Mais bon, ça c'est... Et comment vous faites, vous, justement, aujourd'hui, parce que vous présentez le week-end,
C'est-à-dire que là, on est jeudi, donc... Mais je commence ma semaine, j'ai une petite fille qui va à l'école, donc je prends mon mercredi maintenant pour être avec elle. C'est la seule journée que je peux passer avec elle. Le week-end, je la vois pas beaucoup, parce que généralement, quand je rentre le soir, elle est déjà couchée, et si j'ai de la chance, je peux lui faire un petit bisou le matin. Mais c'est vrai que voilà, je me dis tellement que j'ai de la chance vous imaginez le nombre de places tellement rares qu'il y a dans ce métier. Peu, si on compte les chaînes. Je suis tombée au bon moment, au bon endroit, j'avais le bon profil, le bon âge. Donc je me dis que ça durera ce que ça durera, et en attendant, évidemment, on s'en accommode. Alors pour l'entourage, c'est très contraignant, mais voilà, il y a plein de métiers aussi où on travaille le week-end et qui sont sans doute moins confortables que le mien, donc je me plains pas. Et enfin, dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? De rester encore quelques années, parce que c'est un métier qui demande du temps. Ça demande du temps, encore une fois, pour se sentir vraiment bien, pour offrir aux téléspectateurs un message le plus naturel possible. Et en plus, comme il y a cette histoire de familiarité, de lien que vous tissez avec les téléspectateurs, ça prend du temps. Ils ne vous donnent pas leur confiance comme ça. Et il faut qu'ils se disent événement après événement, année après année, que vous êtes constante, que vous êtes fidèle à vos valeurs, que effectivement vous avez cette rigueur qui est de plus en plus importante aujourd'hui avec les fake news, avec tout ce qu'on trouve sur Internet, avec la multiplication des sources d'informations qui a perdu aussi beaucoup de gens, qui est formidable dans sa richesse, mais qui est aussi terrible dans ce qu'elle peut véhiculer. Et je pense que du coup, ils sont d'autant plus attachés à sentir que vous êtes un rempart, vous avez digéré tout ça pour eux et que vous restituez une information qui est la plus juste. En tout cas, on l'essaye possible. Eh bien, merci. Merci Anne-Claire Foudray d'avoir accepté mon invitation. Merci à vous de regarder cette interview. On vous retrouve donc le vendredi à 20h, le samedi et le dimanche à 13h et 20h sur TF1. Merci beaucoup et à très bientôt.